Dans le MAC de la santé aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Alexandra Husta. Bonjour. Bonjour. Vous avez eu un cancer du sein à l'âge de 31 ans et ce qu'on voit sur la carte, c'est le Tour de France et d'Europe que vous avez fait à vélo. Tout à fait. Incroyable. Une grande aventure. Une grande aventure dont on va vous parler tout de suite et ça commence maintenant. Bonjour à tous, bienvenue au MAC de la santé. Ravi de vous accueillir pour une heure d'émission consacrée à votre santé et votre bien-être. Une heure durant laquelle on répond aux questions que vous nous posez et celles que vous recevez, Rim. Bonjour. Bonjour, Jimmy. Vous répondez à la question de Noémie à propos de l'épilation du maillot. Et oui, exactement. Voilà, peut-être la plage bientôt. Et donc, est-ce qu'il vaut mieux se raser, s'épiler à la cire ou encore faire une épilation définitive? Cette question vous passionne, j'en suis sûre. Eh bien, moi aussi, je vous dis tout à l'heure. Docteur Fabien Farge, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin urgentiste et vous êtes venu avec de la mousse à raser pour le maillot? Non, Pourquoi la non, mousse à raser? Non, pas du tout. C'est comment gérer une piqûre de méduse avec, entre autres, de la mousse à raser. Voilà. Je n'avais jamais entendu celle-là, j'ai hâte de l'écouter. Enora Malagré, bonjour. Bonjour. Vous nous parlez d'une association qui vous tient à cœur. Oui, une super association qui s'appelle Deux poids, deux mesures et qui lutte contre la grossophobie. Le MAC de la santé, c'est également du reportage. Et dans notre série Le Pouls de la France, nous irons en Gironde à la rencontre d'un cavalier exceptionnel, Salim Ejnani. Il est champion d'obstacles et non-voyant. Nous allons vous raconter son histoire incroyable. Dans notre dossier du jour, nous allons nous intéresser à la vie après un infarctus du myocarde. À partir de quand peut-on reprendre une activité physique, reprendre une vie sexuelle? Quelle hygiène de vie adopter pour éviter justement la récidive? Eh bien, nous serons avec une médecin cardiologue. Mais tout de suite, c'est notre invité du jour. Et nous sommes ravis d'accueillir Alexandra Husta. Bonjour. Bonjour. Après un cancer du sein à l'âge de 31 ans, vous avez parcouru la France et l'Europe à vélo. On va retracer votre histoire ensemble. Et cette histoire, elle débute en janvier 2018 par une simple petite boule, je mets des guillemets, sous l'aisselle. C'est ça. En fait, moi, en janvier 2018, je m'apprêtais à partir en Amérique du Sud, en aller simple. Et quand j'ai senti un petit kyste sous mon aisselle, je me suis dit, je vais avoir un kyste qui va claquer au Pérou ou en Bolivie. Il faut vite que je le fasse enlever. Et c'est ce qui m'a précipité tout de suite chez le médecin. Et ça en est suivi, du coup, 3 mois d'examen, IRM, scanner, mammo, jusqu'à la biopsie. Et c'est votre médecin traitant qui vous annonce le diagnostic. À ce moment-là, j'imagine que c'était dur à accepter. 31 ans, vous êtes jeune, cancer du sein. J'imagine qu'il y a plein de trucs qui se passent dans votre tête. À 31 ans, moi, je pensais pas déjà qu'on était, entre guillemets, admissible au cancer du sein, pas avant une mammographie obligatoire à l'âge de 50 ans. Donc c'est un peu le choc. Le ciel me tombe sur la tête, je comprends pas ce qui se passe. Et puis, du coup, je m'arrête dans ma voiture pendant 1 heure pour pleurer dans un champ parce que j'ai pas envie de mourir. Et puis surtout, je me demande comment je vais pouvoir l'annoncer à ma famille. C'est aussi ça le contre-choc, c'est de se dire comment je vais dire à mes parents que j'ai 31 ans et que j'ai un cancer. Et dans les films, souvent, les héros meurent du cancer. Donc est-ce que nous, dans la vraie vie, on va s'en sortir ou pas? Avril 2018, vous débutez la chimiothérapie avec malheureusement tous les effets secondaires, la radiothérapie également, vous êtes opéré, vous bénéficiez d'une ablation du sein droit. On imagine que tant sur le plan physique et psychologique, ça a dû être une sacrée épreuve. Et sur la chimio, en fait, les 3 premières chimios, elles sont quand même assez violentes. Après, chaque corps réagit différemment. Le mien l'a pas du tout accepté. Donc pendant 10 jours, je suis restée bloquée dans mon lit à pas pouvoir bouger, avec les nausées, les maux de tête, etc. S'il y avait que la chute de cheveux, finalement, ça serait peut-être pas si mal. Mais bon, il y a tout le reste à côté. Donc ça, en tout cas, au niveau psychologique et physique, ça a été compliqué. Après, il y a la perte du sein, il y a la rééducation à faire. Il y a eu un curage axillaire puisque j'ai été touchée au niveau ganglionnaire. C'était pas un kyste, du coup, c'était un ganglion qui était infecté. Donc tout ça, ça me fait une perte de mobilité, il faut réapprendre à vivre derrière, etc. Et tout ça, c'est compliqué. Alors durant votre chimiothérapie, votre amoureux de l'époque vous propose d'aller en Roumanie à vélo. Voilà, pourquoi pas pour ce défi, mais il est important. Le Covid arrive entre-temps, vous ne revoyez plus cet amoureux, mais c'est resté dans un coin de votre tête. Et ça, ce projet, c'est ce qui vous a aussi aidé à tenir? C'est ça, parce qu'en fait, l'amoureux a été rencontré pendant la chimio. Donc déjà, c'est fort de rencontrer quelqu'un alors qu'on n'a plus de cheveux, etc. Il a posé un projet, celui de partir un jour à vélo en Roumanie. Je faisais plus de vélo depuis 15 ans. Mais il serait venu à cheval, je me serais acheté un poney. Fou, hein. Je voulais juste le suivre. Et du coup, le projet est resté. Effectivement, il n'est jamais revenu puisqu'il habitait en Amérique du Sud. Et du coup, je me suis dit, j'ai pas besoin d'un mec, j'ai jamais eu besoin d'un mec avant maladie. Donc, ce projet a été posé, il y avait une importance que ce soit posé pendant le chimio. Et donc, du coup, c'est un peu reprendre la vie et reprendre aussi le dessus sur le corps qui a été malade. Ce qui nous amène à l'été 2020. Et là, vous parcourez 5000 km à vélo sur les routes de France. Vous êtes allé où en France ?
Et bien en fait, on était entre 2 confinements, donc on était un peu bloqués en France. Et donc j'ai suivi toutes les voies vertes, donc la Loire à vélo, la Via Rona sur la vallée du Rhône, le canal des Deux Mers sur le canal du Midi, vélo d'Issée, vélo maritime, donc jusqu'à Dunkerque. Je suis même montée jusqu'en Belgique. Et donc en fait, ça m'a fait un plus grand tour de France que ce qu'ils font d'habitude les cyclistes. Donc ça m'a fait terminer à 5000 km et ça m'a fait un plutôt bel entraînement. Et c'est aussi parce qu'on était confinés en France que ça a pu se permettre aussi. Autrement, j'aurais peut-être fait Vous complètement étiez autre une chose. grande sportive à la base? Non, pas trop. J'ai eu 5 sur 20 en EPS au bac. Mais du coup, ça n'a pas Vous été êtes dur bien sur le plan rattrapé. physique, le vélo? Ben, en fait, moi, c'est ce que je dis à beaucoup de gens. En fait, le vélo, c'est pas une histoire de perf. On vous demande pas de Oui. faire 200 C'est km à par votre jour. rythme, ouais. C'est ça. Maintenant, moi, je pars avec mes neveux. On fait 15 km par jour. C'est juste une histoire pour de vous, temps. là, c'est rien du tout maintenant. Mais vous beaucoup étiez plus compliqué, encore d'ailleurs. sous traitement, il y avait de l'hormonothérapie. Il y a toujours l'hormonothérapie, effectivement. Et en plus, alors alterné à chaque voyage, et notamment là, il y a les opérations de reconstruction qui du coup sous-entendent une anesthésie générale, une perte de cardio, etc. Donc ça rajoute un peu Ouais, de la donc c'est pas difficulté. qu'un simple Tour de France qui est déjà un exploit en tant que tel. Non, ouais. C'est dans ce contexte particulier, avec les traitements, avec la chirurgie. Et nous voilà ensuite en juin 2021 et vous repartez pour un tour cette fois-ci de l'Europe de l'Ouest. Et là, on passe à 8500 km, C'est ça. toujours à vélo. Et vous êtes allé où en Europe? Et bien là, du coup, l'objectif, c'est d'aller au bout du projet qui a été posé et pour lequel j'ai acheté mon vélo, c'est d'aller en Roumanie. Et donc, c'est un itinéraire officiel qui s'appelle l'Eurovélo numéro 6, qui démarre de Saint-Brévin pour aller jusqu'à Constanța sur la mer Noire en Roumanie. Et on suit la Loire, le Rhin et le Danube tout le long de son cours. Donc là, c'est l'aller. Et en fait, arrivé sur place, comme je suis pas très bonne en mécanique et que j'avais pas envie de démonter mon vélo, j'ai fait demi-tour aussi à vélo. Donc en Bulgarie, Grèce, Italie, J'adore Croatie. cette photo de Ça, c'est l'arrivée à la mer ouais. Noire. Qui, du coup, est hyper représentatif d'un projet abouti qui a été posé pendant la chimio. La victoire sur le cancer, c'est hyper Et le symbolique. petit drapeau breton, bien Oui, sûr. en place Nantes en Bretagne. Bien Ça, c'est sûr. Vous le dites, c'est une victoire symbolique? c'est une victoire qui est symbolique. C'est énorme, en fait, de ne pas faire de vélo avant mon cancer, etc. De rencontrer quelqu'un qui va me poser un projet, qui va allumer la lumière dans le tunnel. Et même sans lui, je vais aller jusqu'au bout et me prouver que je suis capable, alors que vraiment, je suis pas la plus douée en vélo, etc. Et j'ai mal aux fesses tout du long, etc. Et j'ai mon hormonothérapie avec moi. Enfin, Ouais, la c'est symbolique, elle est énorme, quoi. C'est quand même un dépassement de soi, en fait. Complètement. Et puis c'est surtout une grosse revanche sur la maladie. C'est vraiment lui dire, ah ouais, t'as voulu essayer de me mettre sous terre, regarde comme tu m'as élevé, c'est incroyable. Il y a Et- eu un... Pardon. Bah, allez-y. Non, il y Nora. a eu un moment où vous avez eu envie de rebrousser chemin ou de baisser les bras. Quel était le moment le plus difficile lors de ce fou périple? 2021, en Bulgarie, il y avait presque plus de villages, il faisait hyper chaud, je m'étais mal gérée sur l'alimentation, beaucoup de côtes, et là, ça n'a plus de sens. En fait, moi, j'ai besoin de voir des humains pour être bien, je suis quelqu'un de très sociable. Donc là, il n'y avait plus rien, il faisait trop chaud, etc. Et je me suis dit, non, mais là, faut que ça s'arrête. Et en fait, il y a aussi besoin de ces moments de down dans le voyage pour apprécier les moments bons, et ça va aussi dans la vie. Mine de rien, le cancer m'a mis tellement mal que derrière, ça me permet aussi d'apprécier des petites choses. Comme là, j'étais au carnaval de Dunkerque la semaine dernière. C'est des détails, mais qui font que derrière, on apprécie encore plus la vie parce qu'on sait qu'elle est éphémère et que ça va pas durer. Mai 2022, vous repartez donc un an après pour un autre vadrouille dans le nord et le sud de l'Europe. Et là, c'est durant 6 mois. 6 C'est mois ça. de vadrouille. Un mois de plus. Mais en fait, là, l'idée, c'est de partir sur mon propre projet qui n'a pas été soufflé par quelqu'un. Et puis, en fait, je venais de faire l'Europe d'ouest en est. Donc, l'idée, c'est de compléter mon tour d'Europe. J'ai pas été au nord et ça représentait vraiment un gros challenge sportif de partir dans le nord de l'Europe à vélo. Et du coup, ça a accumulé avec un projet aussi avec mes neveux de leur montrer, entre guillemets, que le Père Noël existe vraiment. Donc, Vous êtes allé jusqu'en Laponie. Voilà, jusqu'à Rovaniemi, le village du Père Noël. génial. Et donc, du coup, après, l'idée, c'est de compléter le tour d'Europe et de redescendre là jusqu'en Toscane. Et donc, on est sur 10 000 km de vélo parcouru. Est-ce que ce vélo, vous lui avez donné un nom, un prénom? C'est un compagnon. Ouais, En c'est fait, une c'est un vrai compagnonne. compagnonne. C'est une Jeannette. Pardon. Jeannette, la bicyclette. Et donc, c'est toujours le même vélo que vous avez eu C'est tout toujours le le temps. même vélo. Et vous l'avez à la maison, là. Et je l'ai à la maison et je me suis inscrite à un triathlon et c'est en réflexion de se dire je vais le faire avec Jeannette. Ça peut pas être autrement, il faut que je le fasse avec Jeannette. Jeannette, c'est le nom du vélo. Ouais. Quand même, quand on vous écoute, il y a de l'humour et de la combativité. C'est ce qui vous définit. L'humour, ça aide dans tout, dans la vie. Enfin, je veux dire, même à passer les épreuves, l'humour, c'est hyper important. Quand Donc, vous faites le bilan de tous ces voyages, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Déjà, ça m'a appris que j'étais déterminée. Je suis vraiment partie sur chacun de mes voyages en me disant je vais pas y arriver et dans un mois, je fais demi-tour et j'entre à la maison. Donc, en fait, j'ai appris que j'étais capable d'aller au bout des choses, même en poussant mon vélo dans des côtes à 20% sur 4 km en Toscane. Ok, je me rends compte que je suis capable et que, effectivement, je suis combative. Quand les gens nous disent après un cancer, ah, c'est bien, t'as été courageuse, t'as combattu. Mais en fait, t'as pas le choix quand t'es dans un cancer.
Là, le fait vraiment d'aller faire du voyage à vélo, ça reprend aussi le mouvement dans le corps. On est dans l'activité physique, on est dans le mouvement, on est dans la vie. Et là, si on a mal, c'est nous qui avons choisi. C'est pas par rapport à la maladie. Est-ce que je peux me permettre de vous demander où est-ce que vous en êtes aujourd'hui face au cancer? Eh ben, c'est fini. Ça fait 1 an et demi que j'ai plus d'hormonothérapie. Alors, ça ne veut pas dire que tout est revenu complètement comme avant. Ça, je le découvre maintenant. Mais effectivement, on m'a dit, tu as pris 5 ans d'hormonothérapie, donc compte à peu près 5 ans pour que tout s'échappe de ton corps. Et ça commence à revenir, un peu de perte de poids, etc., un peu plus de cardio et beaucoup d'activité physique. Aujourd'hui, vous allez comment? Très bien, très bien, tout va bien. Et j'ai monté du coup ma micro-entreprise. Enfin, tout ça c'est un peu un enchaînement, quoi. D'une mauvaise épreuve, finalement, j'ai réussi à faire des voyages à vélo. Et de ces voyages à vélo, j'ai monté mon entreprise. Je suis devenue conférencière, donc je partage cette épreuve et cette résilience avec des gens, donc dans les EHPAD, les municipalités, les bibliothèques, les festivals de voyage, etc. J'ai écrit des récits de voyage qui sont du coup des journaux de bord de mes voyages à vélo. Et donc, ça me permet aussi du coup d'être à mon rythme dans une entreprise. Parce que le retour à l'emploi après le cancer, c'est quand même hyper compliqué. Donc là, c'est quand même une vraie chance finalement que j'ai eue de pouvoir créer mon entreprise, même si ça ne sera pas pour toute la vie, mais en tout cas, et une ça vraie permet de revanche revenir également. Et d'ailleurs, vous pouvez, si vous le souhaitez, en savoir plus sur Adventure of Tata of Alex. C'est le premier tome de vos aventures à vélo. Et le deuxième tome, La Laponie à vélo après un cancer. Et vous avez également un site internet sur lequel on peut vous contacter, puisque vous l'avez dit que vous donnez notamment des conférences. adventureoftataalex.com. L'adresse s'affiche en bas de votre écran. Alexandra, vraiment merci de votre témoignage. Merci à tous. C'est un plaisir de vous avoir reçu. Longue vie à vous et à Jeannette. Et vive le vélo. Et vive le vélo. Et vive le vélo. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, un reportage sur une femme extraordinaire qui a marqué l'histoire de la médecine. Vous allez découvrir Madeleine Bress, la première Française à devenir médecin au 19e siècle. Un reportage de Lucille Degout, Mathieu Vibo, Pierre-Luc Perrin. Quelques rues et lieux portent son nom. Mais qui est donc Madeleine Bress? Un indice, elle a aussi donné son nom à une salle de cet hôpital parisien. Nous allons vous raconter l'histoire de cette femme méconnue, la première Française qui intègre la faculté de médecine de Paris. Une destinée loin d'être tracée d'avance. Née dans le Gard en 1842, fille d'un artisan, Madeleine grandit dans un milieu modeste. Son père, pour son métier, l'emmenait de temps en temps, quand elle avait 7-8 ans, à l'hôpital de Nîmes, où il devait réparer les roues, voilà. Et pendant ce temps-là, elle, avec les bonnes sœurs, apprenait à faire des pansements, voilà. Sa vocation viendrait de cet instant de jeunesse. Madeleine quitte l'école à 10 ans. Elle est enceinte et mariée à 15 ans. Mais une dizaine d'années plus tard, alors mère de 3 enfants, Madeleine Bress décide de commencer des études de médecine. Pour l'aider à intégrer ce milieu très hostile aux femmes, jugées trop fragiles, un homme va jouer un rôle crucial. Charles-Adolphe Wurtz, doyen de la faculté de médecine de Paris, va soutenir sa demande. Mais c'est grâce à une femme que le destin de Madeleine Bress va basculer. L'impératrice Eugénie va convoquer un conseil des ministres qu'elle va présider elle-même, dans lequel elle va demander aux ministres l'admission de Madame Bress, quand elle aura soutenu ses baccalauréats, et elle obtient l'autorisation ministérielle qu'une femme, Madeleine Bress, soit admise à la faculté de médecine. C'était complètement hors norme. En juillet 1870, l'Empire français déclare la guerre au royaume de Prusse. À la faculté de médecine, les hommes partent au front. Madeleine Bress devient alors interne des hôpitaux de Paris. Élève exemplaire, elle rejoint le laboratoire de chimie de Wurtz, son mentor, et consacre sa thèse au lait maternel. Quand on lit sa thèse, c'est une thèse très technique. Je veux dire, c'est une thèse qui pourrait être faite maintenant. La troisième partie de la thèse est sur l'allaitement mixte et elle va être effectivement une des pionnières de cet allaitement. Puis elle va faire des recherches sur la forme de la tétine qui doit reproduire absolument le sein. Un sujet de thèse loin d'être anecdotique, dans un contexte politique en faveur de la natalité. Elle a été très précoce sur l'hygiène aussi, sur l'hygiène du sein, sur l'hygiène de l'allaitement. Il faut comprendre que quand elle fait ce travail-là, un enfant sur 6 décède de problèmes, de nutrition, etc. C'est difficile à démontrer, mais il y a plusieurs articles assez bien documentés médicaux qui disent que grâce à elle, la mortalité infantile a diminué en France dans cette période-là. En 1875,
Madeleine Bress est donc la première femme française à soutenir une thèse dans une école de médecine. Ce qui est intéressant aussi dans cette thèse, c'est la préface, parce qu'immédiatement, elle annonce qu'elle ne va pas s'opposer aux hommes médecins. Et elle dit « Mon intention ayant toujours été de m'occuper de manière exclusive des malades, dits des femmes et des enfants. » Première femme médecin française, certes, mais pas féministe. Madeleine Bress consacrera sa carrière uniquement aux femmes et aux enfants. Elle ouvrira même une crèche et posera les fondements de la puériculture. Et si vous souhaitez en savoir plus, on vous présente le livre « Admiration, 7 héros de la médecine » de Gilles Pialou, que vous avez vu dans ce sujet. Il y consacre notamment un chapitre à Madeleine Bress, c'est aux éditions Perrin. Dans quelques instants, dans notre dossier du jour, nous allons nous intéresser à la vie après un infarctus du myocarde et nous serons avec une médecin cardiologue. Dans notre série Le Pouls de la France, nous irons à la rencontre de Salim Ejnani, non-voyant et champion de saut d'obstacle à cheval, un parcours incroyable. Comment soulager une piqûre de méduse quand vous n'avez strictement aucun matériel médical à disposition? C'est la chronique du docteur Fabien Farge. Un coup de cœur pour une association qui vient en aide aux personnes en surpoids ou en situation d'obésité. C'est la chronique d'Enora Malagré. Nous répondrons à la question de Noémie, une téléspectatrice qui aimerait savoir quelle est la meilleure technique pour s'épiler le maillot. Eh bien, c'est Rim qui lui répond dans un instant. Et il est temps de retrouver nos chroniqueurs. Nous retrouvons le docteur Fabien Farge, le MacGyver de la médecine, médecin urgentiste spécialisé dans les milieux isolés. Aujourd'hui, vous allez nous aider à adopter les bons gestes lorsqu'on fait face à une piqûre de méduse et qu'on n'a pas de matériel médical sous la main, ni de docteur. Exactement. Alors la piqûre de méduse, c'est typiquement la petite urgence de l'été. Alors en France, il faut savoir qu'on a deux types de grands types de méduses. On a celle qu'on peut voir là, qui est la pélagia. Alors la pélagia, c'est une méduse qui n'est pas très grosse, qui fait 5 à 10 cm, des filaments qui font environ 10 cm de long, un petit peu plus, et qu'on trouve principalement en Méditerranée. Alors on l'appelle aussi la méduse rose. Elle est vraiment jolie, hein. On a envie de lui faire un peu des câlins et des bisous. De Pas loin, trop, quoi. voilà. Et il y a un deuxième type de méduse. Alors elle est vraiment magnifique. Hein. C'est la Physalia physalis, voilà, qu'on va trouver plutôt du côté de l'Atlantique et qui est une méduse. Alors qui est aussi dangereuse qu'elle est belle parce qu'elle est extrêmement douloureuse. Et puis elle est également équipée de filaments qui font jusqu'à 30 mètres, voire 50 mètres de long. Ah oui, donc elle peut effectivement. toucher plusieurs personnes. On n'a pas envie d'être à ses contacts parce que malheureusement, Ouais. la piqûre peut être très douloureuse. On peut réexpliquer pourquoi ça fait mal? Alors, en fait, ce qui est douloureux, c'est le filament. Et le filament qui est équipé de millions de petites unités urticantes qui sont composées en fait de petits harpons avec un filament et une poche de venin. Donc, le harpon va pénétrer la peau et la poche de venin va se vider et ça va couler dans la peau et ça va créer donc la clinique qu'on connaît. Alors, pour la pélagia, c'est une douleur qui est plutôt à type de brûlure. C'est très urticant avec des petits stries rouges et des plaques rouges. Alors la physalie, elle, là, on tape dans le dur, hein, parce que c'est une piqûre qui est extrêmement douloureuse, il faut le savoir, qui est capable de générer des troubles cardiaques, pulmonaires, neurologiques. Au niveau cutané, vous voyez, ça fait comme des coups de fouet qui peuvent même nécroser. Et je me souviens, moi, j'ai eu des patients qui étaient en véritable état d'agitation aiguë suite à la douleur. Donc, c'est extrêmement douloureux. Alors du coup, on a envie d'avoir les bons gestes à adopter, les bons réflexes pour savoir quoi faire quand on est piqué. Alors, le premier geste, c'est d'abord d'être rapide. Hein. C'est toujours pareil, plus on va vite, moins ce sera douloureux, moins ça va durer longtemps, moins on aura d'effets secondaires. Et puis surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est frotter la zone de piqûre, ou avec à la main, bien sûr, parce qu'on va l'étaler, ou avec une serviette. En revanche, ce qu'il faut faire, c'est la première chose à faire, c'est d'enlever les filaments, parce qu'on les voit, ces filaments. Hein. Et alors là, vous pouvez prendre par exemple un stylo, une pointe de stylo, vous allez passer dessous, ou un capuchon, ou une barrette, vous allez passer dessous et vous allez tout doucement relever votre filament et le mettre de côté. Et une fois que vous avez fait ça, à ce moment-là, vous pouvez vous occuper des petits harpons et comment on les retire justement, ces harpons Donc alors, on retire le filament et ensuite les harpons. Exactement. Alors il y a 3 techniques. La première, il faut savoir que le venin est thermosensible, c'est-à-dire qu'il est détruit entre 40 et 45 degrés. Donc avec un briquet, une cigarette, vous allez y arriver. Alors vous allez me dire comment on fait pour trouver la bonne température. Ouais. Alors il faut savoir que la sensation de chaleur désagréable apparaît à partir de 40 degrés et la douleur elle-même, à type de brûlure, apparaît à partir de 42-45 degrés. Donc on sait comme ça si on est dans la bonne gamme de température et il faut faire ça pendant 20 minutes. Alors, c'est quoi? On
passe le briquet comme ça près du... Vous allez, ouais, c'est exactement Ah, ça. c'est On ça, va passer à d'accord. côté. Ouais. On va pas se brûler. en fait. Alors il y a ça ou le sèche-cheveux aussi. On peut faire avec un oui, pas sèche-cheveux. mal, ok, d'accord. Ça marche très bien. Enfin, Et, si t'es sur la plage, Ou à la maison. File vite à l'hôtel, à la maison. Oui, on ah va oui, faire c'est un ça, super, ouais. du sèche-cheveux. Alors la deuxième technique, si effectivement on n'a pas de sèche-cheveux ou de briquet, c'est la mousse à raser. Voilà, ça marche très très bien. Alors voilà. Je vous en supplie, docteur. Vous êtes formidable, j'adore ce que vous faites. Donc c'est très simple à faire. Hein. La zone, imaginons que vous avez été piqué ici. Donc on va mettre de la mousse à raser, voilà. On dirait une tarte meringuée. Voilà. Vous allez l'étaler sur la zone où ça a été piqué. OK. Et ensuite, vous prenez une carte de crédit. Alors ça, c'est ma carte professionnelle, mais comme je suis médecin. Mais, vous Non, prenez- mais blague à part, c'est vraiment votre carte de médecin. C'est la carte CPS des docteurs qu'on met dans le machine pour la carte vitale. Exactement. Et donc, vous pouvez prendre une carte de crédit, ça fonctionne, ou la carte vitale. Mais la carte de crédit, elle n'a pas besoin d'être dorée pour fonctionner mieux que les autres. Ah et oui. ensuite, vous allez racler. Alors, on racle du haut vers le bas et on va racler dans le sens des poils. D'accord. Et ensuite, voilà, vous continuez. Et alors, vous pouvez le faire une ou deux fois, voilà. Et ça marche vraiment très, très bien. Ah, c'est nickel. En tout cas, vous avez bah enlevé oui. toute la mousse à raser là, du bras de Ça Nora. arrête de piquer tout de suite? Assez rapidement, oui. Ah ouais. Ah, vraiment, oui. Troisième technique, si jamais on n'a pas de mousse à raser, Voilà, si on n'a pas d'amis fumeurs dans le coin ni de mousse à raser, à ce moment-là, alors ça c'est un truc que j'ai fait dans le détroit de Malaisie. J'avais 2 personnes qui avaient été piquées et j'avais rien sous la main. Il y a un truc qui marche très bien, c'est de prendre le sable mouillé de la laisse de mer. Vous le déposez de la même façon qu'on a déposé la mousse à raser. Alors moi j'avais fait avec un dos de couteau, mais vous pouvez le faire avec votre carte de crédit. Vous allez gratter exactement de la même façon. Ça marche un peu moins bien que la mousse à raser, mais c'est quand même très efficace. et qu'est-ce qu'on pense des fameux remèdes de grand-mère? Parce qu'on entend un peu tout et son contraire, le vinaigre, rincer à l'eau. Alors, le vinaigre, ça marche plus ou moins bien, ça se discute. Hein, voilà, ça peut faire exploser quelques bulles, mais ça en enlève quelques-unes. Donc, pourquoi pas si on n'a pas d'autres techniques. L'eau douce, surtout pas, ça fait exploser toutes les bulles. Ça, c'est une très, très mauvaise idée. Et puis, il y a la troisième, dont tout le monde parle, c'est l'urine. d'uriner sur la piqûre de Combien méduse. fois on m'a uriné dessus? Non, mais je veux dire, enfin, non, mais pardon. Voilà, alors ça va être Non, intéressant. ma recette de grand-mère, c'était la tomate. Tomate, moi je vous laisse sur le coup. Non, mais c'est vrai que ça m'est arrivé de me faire piquer et on m'a fait pipi sur le bras Voilà, ou sur la ouais. cuisse. Et alors, moi, le pire, c'est que j'étais persuadée que ça fonctionnait. Donc, c'est complètement Non, ça marche pas psychologique. du tout. D'accord. Ça marche pas du tout, c'est vraiment une légende urbaine. En D'accord. plus de ça, comme on a vu, les filaments peuvent faire 50 mètres, donc on peut avoir des filaments un petit peu partout. La seule chose que vous risquez, c'est de perdre un ami. Voilà, donc moi, vraiment, je vous le Mais déconseille. toi, les tomates, t'as dit C'est la remède de grand-mère dans ma de famille. passer de la tomate, La c'est ça Et ça fonctionne ou pas? Bah, Non. Bah, non. Merci beaucoup, en docteur prie. Fabien Farge. Et tout de suite, on retrouve Enora. Ah bah oui, bah là. Enora l'a bien nommé. Vous allez nous parler d'une association qui accompagne les personnes en surpoids et participe justement à changer le regard de la société sur les personnes en situation d'obésité. Oui, Jimmy, un double coup de cœur pour une association, mais je dirais surtout pour son fondateur qu'on aperçoit ici, Quentin Marchand, un jeune homme fabuleux que je vous recommande de suivre. Il va aller loin, il est engagé, il est brillant et il a créé cette association 2 poids, 2 mesures en novembre 2024. Alors pourquoi? Parce que Quentin a subi de la grossophobie tout au long de sa jeune existence et notamment par les médecins. Je me retourne vers vous, cher docteur. Il y a encore de la grossophobie chez les sachants. C'est bien quand même de le rappeler. Donc, il y a encore du chemin à parcourir. Donc, l'histoire de son association, elle commence fin 2020. Quentin, en fait, il est suivi au CHU d'Angers pour son obésité. Il suit un programme thérapeutique qui lui plaît, parce que cette fois-ci, il est plutôt bien accueilli par les médecins. Et puis, il rencontre d'autres patients. Ils deviennent amis. Alors, ça prend un peu de temps, parce qu'il y a la Covid entre-temps, mais il décide de monter cette association. Et justement, comment cette association elle agit pour sensibiliser le grand public? Alors, ils font énormément de choses. Alors, d'abord, ils font de la sensibilisation dans les entreprises et dans les lycées. Par exemple, dans les lycées, je trouve ça formidable, ils parlent de la sexualité chez les personnes grosses, qui est encore, quand même, je trouve, un sujet très tabou. C'est vrai. On part du principe que les personnes obèses ou les personnes grosses ne font pas l'amour. Eh bien, si. Donc, ils déconstruisent, détricotent tout ça, je trouve ça formidable. Et puis, ils travaillent beaucoup sur le regard qu'on porte sur les personnes obèses, qui est encore trop malveillant et surtout très jugeant. On entend trop souvent que c'est leur responsabilité s'ils sont obèses. Mais l'obésité, je me retrouve vers vous, messieurs, c'est une maladie. Oui, c'est une maladie avec des prédispositions génétiques, Exactement. liées à un mode de vie, lié à l'environnement, lié aussi à un
facteur d'inégalité sociale, en fait. Hein, faut le Exactement, rappeler. qui peut être lié aussi aux troubles du comportement. Des conduites alimentaires. Exactement, merci, des troubles hormonaux, à la prise de médicaments. Bref, c'est une maladie. Et puis, on peut aussi pointer du doigt, ça va vous parler, Jimmy, les responsables aussi de l'industrie agroalimentaire. Eux aussi sont responsables avec cette nourriture qu'on nous sert qui est trop sursucrée, etc. Donc ça n'aide pas non plus. L'une des grandes missions justement de l'association, c'est de venir et d'aider et d'accompagner les personnes en situation de surpoids. Chez Deux Poids Deux Mesures, on agit. Ils organisent une fois par mois, entre autres, des goûters papotes où ils parlent par exemple de leurs expériences. Alors, dans le dernier, ils parlaient du regard qu'on porte sur eux sur les transports en commun. Et puis là, dans le prochain à venir, vous pouvez vous inscrire, on vous mettra le site évidemment après, ils vont parler du regard aussi des corps gros à la plage ou à la piscine. Et d'ailleurs, à ce sujet, Quentin, il a un message pour nous. Eh coucou, c'est Tintin. Vous aussi, vous en avez entendu parler du Summer Body ? Non mais c'est quoi ce truc ? Sérieux, on est des smartphones en fait ? Nouvelle mise à jour, version été. Moins 10 kilos. Les corps, ce ne sont pas des collections printemps-été. Ce ne sont pas des tailles ajustables aux saisons. Et il est hors de question de réduire nos corps pour élargir le confort des autres. Non mais on est où là ? À la plage, le seul truc qui devrait être léger, c'est l'ambiance. On a tous le droit d'exister. En maillot, au soleil, comme on est. Voilà, ça c'est Quentin avec son tempérament de feu et son humour. Moi j'adore la façon dont il passe les messages. Et puis il faut aussi des opérations fabuleuses comme les câlins gratuits. Donc ils vont en plein cœur d'Angers avec un écriteau avec marqué « J'ai pas la taille mannequin, mais je veux bien des câlins ». Et ils en ont récolté 200 des câlins, donc ça a quand même bien marché. Ils créent aussi des ateliers esthétiques pour retravailler sur la vision qu'on a de son propre corps. Et puis ils font des randonnées, voilà, ils organisent des gigantesques sorties, des hébergements dans des gîtes. Enfin bref, ils font plein de choses. Et petite info, le 13 juin prochain, il y a également un formidable défilé de mode en plein cœur de Angers pour les grandes tailles. Parce que justement, on le rappelle, quand on est en situation d'obésité, eh bien, c'est très difficile de s'habiller quand on fait justement une grande taille. Et puis parlons-en, mais les marques en fait grande taille, il n'y en a pas beaucoup en France, ça se compte sur les doigts de la main. Et quand il y a un rayon grande taille dans les magasins, ils vous le mettent dans le fond, un peu caché. Je trouve ça non seulement honteux, mais complètement ridicule. Donc, encore une fois, Quentin nous a fait un petit coup de gueule à ce sujet. Hey coucou, c'est Tintin. Et aujourd'hui, coup de gueule flashy. Apparemment, quand t'es gros, t'as pas le droit aux couleurs. Le dress code officiel, c'est noir, gris, beige, bref, la tristesse en textile. Parce que la couleur, voyez-vous, ça attire l'œil. Et un corps gros, ça devrait être discret, silencieux, invisible presque. Non mais le noir, ça affine. Oui, et ton jugement, il alourdit lui par contre. Le vert, c'est trop voyant. Non, c'est juste trop gros pour ton confort. Je l'adore, Quentin. Donc allez le suivre sur Instagram, on vous met toutes les infos ainsi que le site Deux Poids Deux Mesures. Bravo à eux. Merci pour ce très joli coup de cœur, Enora. Et tout de suite, on prend le pouls de la France. Et nous prenons le pouls de la France en Gironde, où nous avons rencontré un cavalier exceptionnel, Salim Ejnani. Il a 33 ans, il est non-voyant et il est champion de saut d'obstacle. Des capacités impressionnantes et un parcours bluffant que nous racontent Safar Baroud, Kevin Vincent, Nathalie Vincenti. On y va, chouchou? Petit coup de brosse? T'es OK? Cela fait un peu plus d'un an que Salim et son cheval Kanan s'apprivoisent. Kanan. Chouchou? Non mais... Oui, tu me l'as donné, voilà, c'est ça. C'était le but, c'était que tu me les donnes, c'est ça? Il apprend son boulot de cheval, d'obstacle. Et il est assez surprenant parce qu'il est jeune, il est joueur, il fait plein de bêtises. Et en même temps, dans le boulot, il commence à montrer des trucs super intéressants. Quant à Salim, c'est par sa résilience qu'il surprend. Attention la marche! Non, je déconne. J'adore ça. À l'âge de 6 mois, les médecins découvrent qu'il est atteint d'un cancer de la rétine. Malgré de nombreux traitements, la maladie progresse. Les chirurgiens doivent lui retirer l'œil malade. Salim voit encore partiellement de l'autre. Je voyais un petit peu, pas très bien, je voyais comme dans une paille en fait, j'avais une vision très centrale. Et à mes 16 ans, j'ai complètement perdu ce restant visuel en l'espace d'à peu près une semaine. Pas question pour autant de faire une croix sur ses rêves. L'équitation passionne Salim. Il décide alors de s'y consacrer corps et âme. Allez, vas-y, dis-moi. Allez, petit. Ligne et droite. Et ligne. Droite. Allez, quand tu veux, autre ligne. Depuis quelques mois, c'est Alice qui coach et guide le cavalier à la voix. Et vas un peu. Ligne. Allez, chouchou. Grâce à ses instructions, Salim sait s'il doit tourner, filer tout droit ou demander à son cheval de sauter. Là, là,
la gauche. Parfait. La vigilance d'Alice est primordiale. Effectivement, les premiers temps, ça n'a pas forcément été évident parce que je me suis dit, zut, parce que là, pour le coup, je peux pas lui dire regarde où tu vas, voilà, je peux pas lui dire je t'avais dit de passer là exactement. Et il faut faire en sorte que le cheval, entre guillemets, n'y voit que du feu, dans le sens où mon boulot de cavalier, c'est de le mettre en confiance pour aller sauter une barre dont je ne sais pas précisément où elle est, ni à quelle hauteur précise elle est, ni la tête qu'elle fait, si elle est impressionnante visuellement. Et quand ça se passe bien, c'est là que c'est un régal pour tout le monde. Vainqueur de plusieurs titres en saut d'obstacle handisport, Salim a même participé à des compétitions avec des valides, un ovni dans le monde de l'équitation. Je connais que Salim, capable de faire ça. Moi, je l'admire beaucoup. Je lui dis pas trop parce qu'après, sinon, il va se la péter, mais c'est très beau. C'est rare, mais c'est beau. Ça surprend toujours les gens de comprendre que j'y vois pas. Certes, quand j'arrive, je suis une curiosité. Par contre, une fois que je suis passé, j'ai ces mêmes personnes qui viennent me voir et qui me parlent en cavalier. Les gens ne pensent plus à mon handicap. Je vais même aller plus loin, je l'oublie moi-même parfois. Pour en être arrivé là, Salim a dû travailler dur. À Libourne, chez son kinésithérapeute qui le suit pour une blessure au genou. On attaque? Ouais. Allez, on va s'échauffer. Il teste aujourd'hui une plateforme mouvante. Voilà. Bon, et là, c'est parti. Il faut zéro contact des doigts. Objectif, améliorer la perception de son corps dans l'espace. Mais c'est hyper piégeux, ce truc. C'est ce qu'on appelle la proprioception. Le but, ça va être d'essayer de stabiliser son corps le plus possible en fonction des oscillations. Donc le bas du corps doit amortir et doit s'adapter en permanence aux déstabilisations. Je mets quiconque au défi de fermer les yeux sur un pied et de tourner la tête. On est très vite perdu. Donc là, c'est un petit peu ça qui se passe. En modifiant les informations que relèvent ses jambes, mais aussi son oreille interne, Salim apprend à son corps à s'adapter à tous les environnements. Voilà, donc on a besoin d'avoir un système qui soit capable d'être au top pour pouvoir encaisser l'imprévu. Voilà. Et de l'imprévu, Salim en redemande toujours plus. Il y a 3 ans, encouragé par sa compagne Lucille, il s'est lancé dans une nouvelle discipline, le parcours ninja. Une pratique qui mêle escalade et parcours d'obstacles. J'ai voulu changer physiquement et avoir plein de nouvelles capacités, de nouvelles compétences. Il se dépasse tout le temps, il a envie de faire les choses, qu'il le mérite parce qu'il a toujours travaillé pour. Ça lui est jamais venu tout cuit dans le bec. Je pense que je suis pas du tout au bout de ce qu'on peut faire. Vraiment pas. Parcours ninja donc, mais aussi kitesurf, pilotage d'avion. Dernier point d'approche avant Libourne. Ou encore participation à un vol zéro gravité. Le phénomène Salim n'a pas fini de nous surprendre. Eh bien, franchement, ce Salim est absolument époustouflant. Bravo, bravo, bravo. Et tout de suite, c'est Rim qui répond à toutes vos questions. Et Noémie nous dit que pensez-vous des différentes techniques d'épilation Raja cire pour la zone du maillot? Est-ce qu'il y a un risque à épiler cette zone au laser? Donc on approche de l'été, peut-être que vous posez la question comme Noémie. Ici, zéro injonction. On va vraiment rester du point de vue santé, ça c'est sûr. Et alors pour vous donner une idée de la proportion de femmes qui s'épilent, il y a eu une étude faite par l'IFOP en 2021 sur environ 2000 personnes de plus de 18 ans. Et voici le résultat pour les femmes. 24% disaient s'épiler intégralement, 48% non intégralement et 28% préféraient le naturel. Et pour ça, il existe plein de techniques différentes. Et oui, exactement, vous avez l'embarras du choix. Alors, une des plus utilisées, c'est la cire. Vous avez soit sous forme de bande comme ça, soit même des pots de cire qu'on fait fondre, par exemple, au micro-ondes. Ça a l'avantage de ne pas abîmer la peau, de vous laisser tranquille pendant 2 ou 3 semaines. Par contre, ça peut faire mal, surtout sur cette zone, et on peut avoir un peu de poil incarné à la repousse. Ensuite, on a le rasage. Là, ça c'est no-go. No-go. Ok, ouais, bon, ça a l'avantage d'être pratique en tout cas et rapide. Mais ça repousse en sanglier. Voilà, c'est ça. On pique assez vite et vous avez aussi le risque de micro-coupure. Et vous avez cette alternative, Enora, si là, vous c'est souhaitez. Pareil, c'est la tonte du mouton. Il y a de plus en plus de tondeuses pour bikini. Et voilà, et donc ça évite de se couper et d'arracher le poil. Et puis on a la crème dépilatoire. Exactement. Ça, non. Moi, je dis no-go à celle-là parce que c'est plein de mauvais produits et on est sur une zone très, très sensible. Et puis il y a les techniques définitives avec le laser. Oui, exactement. Alors, sur les côtés du maillot, pourquoi pas, mais attention, sur les grandes lèvres, eh bien, ça peut abîmer les
glande sébacée, la peau peut s'affiner. Si vous avez déjà une fragilité type sécheresse ou quelque chose comme ça risque d'empirer. Et puis pour les peaux foncées, il y a des risques d'hyperpigmentation. Et qu'en pensent, sur le point de vue, d'un point de vue médical, les professionnels de santé et les gynécologues? Alors, j'ai posé la question au docteur Odile Bagot. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas vraiment de différence entre garder ses poils ou les enlever. En tout cas, en termes d'hygiène, vous savez, on entend parfois que ça serait plus propre de ne pas avoir de poils. En réalité, il n'y a pas du tout de différence à ce niveau-là. Ce sont des idées reçues. Le seul risque, c'est l'épilation intégrale. Le fait d'avoir la vulve qui est directement en contact avec la culotte. Ça, non? Exactement, il n'y a pas la protection des poils. Donc, ça peut déséquilibrer la flore vulvaire et être un peu plus irritant. Donc, d'un point de vue purement gynécologique, l'épilation intégrale, ça enlève une petite protection et ça fragilise les grandes lèvres. Donc, on va dire que ce qui dépasse du maillot, eh bien, ça suffit largement. Et pour ce qui concerne les hommes qui ne sont pas en reste? Ah oui, alors clairement quand même, ils n'ont pas les mêmes injonctions que nous, les femmes. À la plage, si vous avez par exemple ce monsieur avec son très joli slip de bain et quelques poils qui dépassent, personne ne va rien dire. Très joli slip. On est d'accord. C'est vrai, effectivement. Bah on oui, est plus voilà. indulgent. Mais ça change pour les hommes aussi, puisque le même sondage, selon la même étude, il serait quand même 65% aujourd'hui à s'épiler soit intégralement, soit épiler carrément, pas raser. Alors, les deux. Les D'accord. 65%, c'est à la fois enlever totalement et à la fois juste raser ou tondre. Donc, la question se pose de plus en plus pour eux. Voilà. Et hommes comme femmes, attention, ça doit être un choix personnel. On ne cède pas aux injonctions ni du chéri, ni de la chérie, ni sociétale. Fabien, ça s'épile par ici? Absolument pas, je travaille dans le froid, donc je garde tout. Voilà. Il y avait 2 hommes, donc il y a 1 sur 2 qui s'épile. Vous ne vous épilez pas. Vous connaissez ma position. Merci beaucoup, Rémi. C'est une urgence, c'est notre dossier du jour. C'est une urgence pour laquelle chaque minute compte. On parle maintenant d'infarctus. 120 000 personnes sont touchées chaque année en France, mais grâce au progrès de la médecine, la grande majorité des patients survivent. Alors, comment vit-on après? Comment éviter la récidive et quel est le mode de vie idéal? On répond à toutes ces questions avec notre spécialiste. Et nous sommes ravis d'accueillir le docteur Stéphane Manzo-Silberman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin cardiologue à la Pitié-Salpêtrière, c'est la PHP, c'est à Paris. On va parler d'infarctus du myocarde, mais est-ce qu'on peut dire déjà d'une manière générale qu'on a énormément progressé dans la prise en charge et la survie post-infarctus? J'imagine que dans les années 50, on mourait assez vite et assez facilement, et aujourd'hui, on a beaucoup progressé. Exactement. Il y a eu des progrès qui ont été réalisés ces 30 dernières années qui sont absolument impressionnants grâce au développement de la revascularisation, de la réouverture de l'artère le plus vite possible. Et c'est ainsi que si on compare grâce aux données d'un registre français, le registre FAST-EMI, la mortalité à 30 jours après un infarctus du myocarde, dans les années 90, on était aux alentours de presque 20%. C'est énorme. Voilà, au-delà de 15%. Et à l'heure actuelle, on est en dessous, pour cette même période, en dessous de 5%. Donc on a fait d'énormes progrès, c'est notamment lié aux techniques, vous l'avez dit, de revascularisation des artères qui sont bouchées, ce qui nous permet de vous réexpliquer quand même le mode de fonctionnement et qu'est-ce qui se passe en cas d'infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde, c'est une des artères du cœur qu'on appelle les artères coronaires qui va venir se boucher. Normalement, ces artères transportent l'oxygène, vascularisent le cœur quand tout se passe bien. Mais avec le temps, il est possible d'avoir la formation de plaques de cholestérol et ce cholestérol peut malheureusement se fissurer. Or, lorsque la plaque se fissure, eh bien, votre organisme va tout faire pour faire de la coagulation. Un caillot se forme, ça bouche une artère et lorsque l'artère coronaire du cœur est bouchée, eh bien le cœur souffre, la vascularisation n'est pas assurée et l'enjeu c'est d'aller vite et de déboucher cette artère. D'un mot, on peut réexpliquer peut-être les symptômes d'infarctus du myocarde? Alors, la douleur de l'infarctus du myocarde, c'est assez simple, c'est une gêne dans la poitrine. Une gêne, c'est une douleur, un poids, une brûlure, une oppression, quelque chose qui va être situé au niveau du thorax. Ça, c'est dans 80% des cas. À cette gêne thoracique s'y associent parfois des sensations également dans le bras gauche, mais ça peut être le bras droit, vers la mâchoire où ça va serrer. Parfois, c'est des sensations également de palpitation, d'essoufflement très brutal, de vertige, de nausée. Parfois, la douleur n'est pas tellement sur le thorax, mais plutôt au niveau de l'estomac. C'est des formes qui peuvent être ou seules ou associées à la douleur thoracique. On a refait le point sur les douleurs au niveau de la poitrine en cas d'infarctus. Et alors, c'est quoi la réaction à avoir? Si on en est un, on se rend aux urgences soi-même? Alors, en France, on a une chance extraordinaire, on a le SAMU. Donc, une douleur dans la poitrine qui dure
depuis plus de 10 minutes sans discontinu, qui est intense, c'est le 15, pour être en contact avec un régulateur et un médecin qui pourra déterminer la nécessité d'envoyer une équipe, mais on ne se déplace pas. Pourquoi ? Si on prend sa voiture, le risque à la phase aiguë d'un infarctus, c'est qu'il soit compliqué d'arrêt cardiaque, de troubles du rythme. Et donc, de non seulement ne pas sauver la personne, mais provoquer un accident. Là, je m'adresse du coup à vous deux. Si on accompagne quelqu'un qui a une crise, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, un premier geste ? Le 15. Ouais, le 15. Ouais. Vraiment, nous, on ne touche pas du tout à la personne. Non, et on va venir. Il faut laisser au repos. Voilà, c'est le 15. On n'appelle pas le médecin, le meilleur ami, le voisin. C'est le 15. En France, on a cette chance d'avoir, donc c'est l'appel 112, 15, pour avoir une prise en charge la plus rapide possible, puisque le pronostic qui va dépendre de cette précocité de réouverture de l'artère. Alors, on va parler de la vie après l'infarctus. Donc, l'enjeu, c'est d'éviter notamment la récidive. Tout à l'heure, sur l'infographie, on a montré des plaques de cholestérol. Un des enjeux, c'est de faire baisser le cholestérol déjà après un infarctus. Donc, ça passe par quoi ? Par des médicaments ? Par un changement dans son alimentation ? Alors, ça va être tout un ensemble de choses. Si l'infarctus est lié, comme dans 85% des cas, à une plaque d'athérosclérose, en particulier liée à l'inflammation, au cholestérol, le mauvais cholestérol, il y a un médicament qui est impératif au décours, c'est la statine, qui va permettre de réduire de 25% le risque de décès ou de nouvel infarctus. Quand même, 25% de risque de décès ou de nouvel infarctus, c'est énorme. C'est énorme. Donc c'est le but, après l'infarctus, ça va être d'améliorer, de contrôler toutes les composantes qui ont favorisé la survenue de cet infarctus. La baisse du cholestérol, c'est un élément qui est essentiel, mais qui doit s'intégrer dans une prise en charge globale du risque que l'on appelle maintenant cardio-métabolique. Ça veut dire qu'on améliore également, par exemple, la tension artérielle, c'est aussi important ? La tension artérielle, la régulation du sucre également, l'activité physique qui va jouer sur les paramètres de tension, de régulation du métabolisme des lipides et des glucides également. Donc c'est un ensemble de prise en charge qui doit cibler tous les paramètres que l'on connaît être associés à l'augmentation de survenue de l'infarctus. Et l'activité physique, il faut qu'elle soit encadrée pour les personnes qui ont eu un infarctus pour ne pas y aller peut-être trop fort ? Alors, au début, en sortie d'hospitalisation de l'infarctus, l'hospitalisation, elle est assez brève. C'est 3 jours, 4 jours pour un infarctus non compliqué. Il va avoir cette étape de réadaptation cardiaque qui est essentielle, qui elle aussi va permettre de réduire le risque de nouvel infarctus et de décès. Donc, c'est une réadaptation cardiaque, ça va être de l'éducation thérapeutique, une reprise de l'activité physique adaptée aux conditions physiques et cardiaques qui en découlent. Et puis après, c'est une activité physique qui devra être maintenue. On va y revenir justement dans quelques instants. Alors, à quoi ressemble le quotidien après un infarctus ? Nous avons rencontré Sophie, victime d'un infarctus il y a 4 ans. Entre activité physique, traitement et l'envie de nouveaux projets, elle nous raconte la vie d'après. Reportage signé Clément Tournigan, Arnold Gerster, Stéphane Giovedo. C'était aussi un matin brumeux. Un matin d'octobre où Sophie se rendait à son bureau il y a 4 ans. J'arrive à mon travail. Je suis pas très bien, je sais pas ce que j'ai, mais je suis pas très bien et puis je suis quand même un petit peu essoufflée. En sortant de sa voiture, Sophie vacille avant de s'effondrer. Après de longues minutes, elle voit enfin passer un collègue. J'ai mis ma main sur le klaxon, mais je suis restée appuyée jusqu'à temps qu'il se retourne, qu'il se demande ce qui se passe. Quand il m'a vu, là, il a appelé les pompiers. Sophie vient d'être victime d'un infarctus. Elle est conduite aux urgences, puis dans un service de cardiologie. Après 3 mois d'hospitalisation et de rééducation, sa santé s'est stabilisée. C'est un peu comme si il s'est passé quelque chose de grave, mais on a une seconde chance. Sédentarité, surpoids, mauvaise alimentation, elle multipliait les facteurs de risque d'infarctus. Depuis, Sophie reprend peu à peu sa santé en main. Elle se rend 2 fois par semaine à la salle de sport. Je viens pas ici pour être bodybuildé, je viens ici pour bouger, pour que le cholestérol il arrête de se fixer dans les artères et de les boucher. Je sais que c'est vital de le faire, donc il faut bouger quoi qu'il arrive. Après son infarctus, Sophie s'est équipée d'une montre connectée qui la rassure. Donc là, je suis à 97 battements par minute au niveau du cœur, donc c'est parfait. Je ne dois pas dépasser 140. Mon cœur est quand même abîmé. Il ne faudrait pas qu'il s'emballe et qu'il n'arrive plus de lui-même à redescendre un battement par minute raisonnable. Autre nouveauté dans la vie de Sophie, les médicaments.
Anticoagulants, fluidifiants, antiagrégants, statines. Chaque jour, elle avale 10 comprimés pour limiter son risque de récidive, avec en contrepartie de nombreux effets secondaires. Les médicaments donnent de la fatigue physique et puis ça peut réveiller des tendinites, etc. Donc c'est hyper douloureux. Ces traitements lui rappellent chaque jour qu'un nouvel infarctus pourrait survenir. Je pense qu'on développe une hypervigilance de ce qui se passe dans notre corps. C'est-à-dire que la moindre douleur, ça me saisit. Je me dis non, le cœur n'est pas là, n'importe quoi, ça peut pas être ça. Voilà. Je veux pas passer à côté d'un signe qui pourrait m'alerter et faire en sorte que j'agisse avant de refaire un deuxième infarctus. Ces angoisses, Sophie les partage avec Karine, qu'elle a rencontrée lors de sa rééducation cardiaque. Avec le sport, le cœur déjà avait bien repris. Ouais, et là on en a fait du sport. Hein. Oui, c'est important d'avoir un peu de nouvelles des gens avec qui on est resté en contact, savoir si tout va bien pour eux. On se comprend, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails ou de tourner autour du pot pour ne pas inquiéter nos proches, par exemple. C'est plus facile parce qu'on sait de quoi on parle. Après avoir survécu à un accident cardiaque, les deux femmes ont la même priorité. Profiter encore plus de la vie. Je suis face à une urgence de vivre. Donc je perds pas mon temps avec des broutilles. Je veux que ma vie aujourd'hui, ça soit que du positif. Que ça. J'ai pas le temps pour le reste. Sophie compte bien mettre à profit ce nouvel élan vital. Son prochain objectif, un séjour aux Seychelles avec sa famille. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. On a parlé des médicaments contre le cholestérol. Il y a d'autres médicaments qui sont indispensables après un infarctus et qu'on doit prendre toute la vie? Exactement. Il y a des médicaments qui vont être réservés au premier mois et d'autres qui vont être poursuivis toute la vie. Tout va dépendre du mécanisme de l'infarctus. Dans la majorité des cas, comme vous l'avez montré, l'artère se bouche. Pour la réouvrir, on fait une coronarographie suivie d'une angioplastie, c'est-à-dire qu'on va rouvrir l'artère et pour la maintenir ouverte, écraser le caillot et la plaque, implanter un stent, c'est un cylindre grillagé, comme une petite grille qui va venir maintenir ouverte. Il ne faut pas que ce stent se bouche. Pour pas qu'il se bouche, ça va être le traitement par les antiplaquettaires, les antiagrégants plaquettaires, pour éviter qu'il y ait cette formation, cette réaction de petits caillots, là où on a agressé l'artère en lui collant cette plateforme. Donc les antiagrégants plaquettaires, c'est quoi? C'est de l'aspirine, souvent maintenue toute la vie, associée à un autre antiagrégant pendant quelques mois en fonction des caractéristiques de la lésion et du patient. L'activité physique, vous l'avez dit, normalement, on ne ressort pas d'un infarctus en rentrant par la case maison, on passe par un centre de réadaptation. Est-ce que tout le monde bénéficie des centres de réadaptation en France? Alors, la réadaptation, ça peut être fait depuis la maison aussi. Ça ne nécessite pas forcément une hospitalisation qui est réservée aux cas les plus sévères où il y a une limitation de la fonction cardiaque qui a été la plus importante. Ça peut être fait ce qu'on appelle en ambulatoire. Donc, c'est des séances, 2, 3, 4 séances hebdomadaires qui vont permettre de réapprendre à avoir une activité physique encadrée, mais également connaître mieux sa pathologie, connaître ses médicaments et améliorer toutes les conditions avec un support de psychologue, de sophrologue pour améliorer. Mais ça se fait où du coup? Les patients, ils vont 3 à 4 fois par semaine dans des centres de réadaptation qui ont justement proposé cette possibilité d'ambulatoire. Et en moyenne, les gens ils peuvent reprendre le travail au bout de combien de temps? Puisqu'il y a tout ça à faire, ça doit être compliqué de faire les deux. Tout dépend des séquelles initiales. Ça peut être un mois après et tout dépend de l'activité physique. C'est sûr qu'un maçon ne pourra pas reprendre dans le mois. Il faudra attendre la fin de la réadaptation et évaluer les capacités, mais tout dépend de l'activité. La reprise de l'activité professionnelle est un élément également important. Le but, après un infarctus, c'est de récupérer une vie la plus normale possible et une vie en mieux, en étant protégé cette fois-ci grâce à un suivi et grâce à des médicaments qui sont efficaces. La question de la sexualité, est-ce que c'est quelque chose qu'on vous pose? À partir de quand on peut reprendre les rapports sexuels, qu'on soit un homme ou une femme? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Là aussi, ça va être, si c'est un infarctus extrêmement important qui a été compliqué, le premier mois, ça sera peut-être une activité globalement, c'est comme de monter 2 étages, donc globalement limitée. Mais sinon, c'était... On peut boire du café aussi quand on a fait un infarctus? Alors, le café n'est pas déconseillé. Il y a récemment plusieurs études qui montrent que même 1, 2, voire maximum 3 cafés par jour, plutôt en début de journée, ne seraient pas nocifs sur les aspects, notamment cardiologiques, troubles du rythme en particulier.
Est-ce que vous avez l'impression que les patients, après un infarctus, ils sont un peu tétanisés? Parce que j'ai l'impression que l'infarctus, c'est un truc qui se dit « Ah, mais j'aurais pu mourir » et c'est la réalité. Et vous voyez qu'ils sont parfois peut-être sur la réserve, sur la retenue. Ils subissent presque le post-infarctus qu'être acteur parce que ça terrorise. Exactement, c'est un choc qui est important. Il y a énormément d'informations qui sont données en un laps de temps extrêmement bref. C'est un petit peu c'est un traumatisme pour certains patients qui le vivent après avec un vrai syndrome post-traumatique, d'où l'intérêt d'assurer un suivi et puis cette étape de réadaptation qui va être essentielle dans l'éducation et dans le réapprentissage d'une vie normale. Donc oui, c'est un élément à considérer, un syndrome de stress post-traumatique, ça peut arriver, il faut en parler, et c'est pour ça aussi que c'est important de pouvoir communiquer. Alors avec les proches, c'est parfois un petit peu difficile parce qu'ils sont également inquiets, mais au sein de groupes de patients, de groupes de parole, c'est important, au moins pour cette première étape, de pouvoir échanger et d'être accompagné. Et on imagine qu'on doit être encore plus suivi que les autres. Du coup, après un infarctus, on est censé revoir son médecin à un intervalle plus régulier encore, parce qu'on se dit, si j'ai fait un infarctus, je peux aussi faire un AVC. Ça veut dire que j'ai peut-être d'autres complications possibles? Exactement, il y a un bilan global qui est réalisé. Le médecin, c'est généralement le médecin traitant dans le mois qui suit l'infarctus. Et puis après, donc, il y a cette réadaptation. Et puis le cardiologue, ça sera dans les 3 mois. Et après, une visite à 6 mois. Et après, le rythme de 3 heures pour les 2-3 premières années, tous les 6 mois. Puis après, c'est une fois par an. Et tout dépend de la gravité initiale, des séquelles, de la fonction cardiaque résiduelle qui va être estimée au bout de 3 mois, et puis des facteurs de risque qui ont amené à cet infarctus. Est-ce qu'ils sont bien contrôlés ou pas? Est-ce que le cholestérol est bien aux objectifs, avec de plafonds? Il ne faut pas que ça dépasse après un infarctus 0,5 de mauvais cholestérol. Et donc, est-ce que le traitement est adapté? Est-ce qu'il y a suffisamment de molécules? Ne peut-on pas implémenter? Et est-ce que l'observance aussi et la tolérance? En fait, c'est un bouleversement et il va falloir revoir tout son mode de vie. En fait, c'est pas juste des médicaments et d'attendre que ça passe. Exactement. C'est une prise en charge globale, holistique de tout l'individu, de tous ces paramètres qui ont amené à la survenue d'un infarctus pour pas que ça revienne. Donc c'est activité physique, alimentation, stress, sommeil et puis contrôle des valeurs, du sucre, de la tension, du cholestérol. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions et bon courage à toutes ces personnes qui justement ont fait un infarctus. Si vous avez vu, la vie d'après, elle est encore très longue, mais elle est parsemée d'embûches qu'il va falloir éviter grâce au Mac de la Santé et grâce à vous. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. RIM, Dr Fabien Farge et Nora Malagré, merci beaucoup à vous. Eh bien, c'est déjà la fin de cette émission. Oui, le temps passe vite quand on s'amuse et quand on apprend des choses. C'est la fin de cette émission, mais pas de la journée. Excellente après-midi sur France 5. Salut.